Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Au mois de janvier, la Maison de l'Europe de Tours a décidé de mettre en avant les valeurs européennes. C'est pourquoi aujourd'hui, on va parler de la démocratie, en abordant notamment les outils à la disposition des citoyens européens pour faire entendre leur voix. Pour cela, j'accueille Louise Casal, volontaire en service civique à la Maison de l'Europe de Tours. Bonjour Louise. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Tout d'abord, au-delà du vote pour les élections européennes, comment s'exprime la démocratie à l'échelle de l'Union ? Alors, comme vous le savez, l'Union européenne est donc fondée sur des valeurs communes à tous les États membres. La démocratie est l'une d'entre elles. Et donc, afin de garantir vraiment la démocratie à l'échelle européenne, les dirigeants des États membres ont voulu permettre aux citoyens de participer réellement au processus européen. Ils ont donc mis en place des outils concrets au service des citoyens. D'accord, et vous venez de dire que les citoyens pouvaient participer au processus européen et bénéficier d'outils concrets. Ça signifie qu'ils peuvent être à l'initiative d'une législation européenne ? Alors oui, tout à fait. L'initiative citoyenne européenne a été mise en place en 2011 et elle donne la possibilité à un comité composé d'au moins 1 million de citoyens européens provenant d'au moins 7 États membres différents d'inviter la Commission européenne à exercer son droit d'initiative en vue de l'adoption d'un texte législatif. En fait, il s'agit pour les citoyens européens de pouvoir proposer l'adoption d'un texte législatif européen. Et cette nouvelle forme de participation doit donc leur permettre de participer plus directement à la démocratie européenne. D'accord, mais comment elle fonctionne exactement cette initiative citoyenne européenne pour les citoyens ? Est-ce qu'elle est soumise à une forme de contrôle ? Alors oui, il y a une forme de contrôle, effectivement, puisque pour être enregistrée par la Commission européenne, l'initiative déposée est tout d'abord contrôlée par les autorités nationales afin d'authentifier les signatures. Si elle est jugée conforme, alors la Commission européenne dispose de 4 mois pour se prononcer sur le fond et décider si elle donne suite ou non à cette initiative. J'imagine qu'il y a plusieurs initiatives européennes qui n'ont jamais abouti, la Commission n'ayant pas voulu leur donner suite. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'initiative qui a abouti ? Alors oui, bien sûr. En 2017 a été lancée l'initiative Stop Glyphosate, qui a récolté plus de 1,3 million de signatures et qui avait pour but en fait d'interdire le glyphosate au sein de l'Union européenne. La Commission a alors proposé un texte pour interdire le glyphosate au sein de l'UE sur la base de cette initiative, mais ce texte a été en fait refusé par les États membres. Je voudrais également préciser qu'il existe un portail en ligne qui permet de consulter les initiatives en cours, de participer à l'une d'entre elles ou enfin d'en créer une. Et quel est le bilan de cette procédure ? Est-ce que l'initiative citoyenne, ça fonctionne réellement ? Alors en fait, son bilan, il est plutôt en demi-teinte, puisque peu d'initiatives ont réussi à remplir tous les critères et donc à aboutir. Au vu de ce constat, la Commission a proposé de réformer la procédure pour la rendre plus accessible et plus simple en fait, pour les citoyens. Et donc elle a notamment proposé de traduire les initiatives dans toutes les langues officielles de l'Union européenne et de réduire à 16 ans l'âge de soutien à une initiative. Cette proposition est aujourd'hui en cours d'examen au Parlement. D'accord, merci. Donc c'est une procédure qui permet aux citoyens de proposer l'adoption d'un texte européen, mais lorsqu'ils sont en désaccord avec une législation européenne, est-ce que les citoyens européens ont un moyen pour agir ? Alors oui, ils ont également un moyen pour agir, puisque les dirigeants européens ont instauré en 1992 un droit de pétition devant le Parlement européen qui est accessible à tous les citoyens européens. Donc c'est-à-dire que les citoyens ont la possibilité d'adresser une pétition au Parlement européen sur une question relevant de la compétence de l'Union. Ce droit est également accessible aux entreprises, aux associations, aux organisations, si leur siège se situe au sein de l'Union. Une fois que les pétitions sont déposées devant le Parlement européen, elles sont examinées par la Commission des pétitions, où siègent 34 députés. Et parmi ces pétitions, est-ce qu'il y en a qui ont déjà abouti ? Oui, plusieurs ont déjà abouti. Je peux vous donner des exemples. Alors, la première est après une visite en fait sur le terrain d'une délégation de plusieurs députés. Le Parlement européen a décidé d'adopter une résolution pour dénoncer la crise des déchets à Naples. La situation est aujourd'hui en train de se résoudre progressivement. Et est-ce qu'il y a des exemples français de pétitions qui ont abouti ? Oui, je pense notamment à une où il s'agissait d'une pétition qui a permis de préserver les marais salants de Guérande. En fait, un projet de construction menaçait une zone protégée en bordure immédiate des marais salants. Une pétition a été déposée par les paludiers de Guérande et après examen par le Parlement et une pression maintenue sur l'État français, le projet de construction a été annulé. D'accord. Merci Louise. On se retrouve après la pause.
Les grands événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans Les Racines du présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Sur quelques mois ou plusieurs siècles, ils retracent les faits marquants et mettent en lumière leurs incidences dans notre quotidien. Les Racines du présent, c'est chaque samedi à 14 h. Parlons d'Europe sur RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi Louise Casal, volontaire en service civique à la Maison de l'Europe, venue parler des instruments de démocratie participative au sein de l'Union européenne. Louise, vous avez mentionné plusieurs instruments de démocratie participative à la disposition des citoyens européens, comme par exemple l'initiative citoyenne européenne ou encore le droit de pétition. En cas de désaccord, cette fois, avec une institution européenne, les citoyens, que peuvent-ils faire ? Alors, ils peuvent également agir en cas de désaccord avec une institution européenne en s'adressant au médiateur européen. Et c'est qui le médiateur européen ? C'est quoi son rôle concrètement ? Alors, le médiateur européen a été créé en 1992 et depuis 2013, il s'agit d'Emily O'Reilly, qui est irlandaise. Le médiateur européen est en fait un intermédiaire entre la société civile et les institutions européennes. Il agit en toute indépendance et ne peut recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ou d'aucune organisation. Son rôle, en fait, est d'enquêter sur les cas de mauvaise administration de la part des institutions de l'Union. Il s'agit en fait généralement de plaintes relatives à des pratiques inéquitables, des discriminations, des abus de pouvoir ou des refus de délivrer des informations de la part des institutions de l'Union. Il reçoit environ 3000 plaintes par an et clôture environ 300 enquêtes par an aussi. Et que peut-il faire, le médiateur, s'il juge la plainte recevable ? Alors, il a plusieurs options. Il peut soit régler le problème posé en informant simplement l'institution mise en cause. Si c'est pas suffisant, il peut conclure un accord à l'amiable entre l'institution et le citoyen qui a porté plainte. Si ça, c'est toujours un échec, il peut adresser une recommandation à l'institution visée. Et enfin, si cette recommandation s'avère insuffisante, le médiateur peut présenter un rapport au Parlement européen qui, lui, peut intervenir sur le plan politique s'il l'estime nécessaire, bien sûr. D'accord, merci pour ces explications. Un autre moyen démocratique, il existe le processus de consultation citoyenne qui permet aux citoyens de s'exprimer sur des questions autour de l'Union européenne. En quoi ça consiste exactement ? Alors d'abord, je voudrais préciser que en fait, les consultations citoyennes européennes ont été mises en place suite à un constat. Il a en effet été constaté que les citoyens européens éprouvaient beaucoup de distance, de déconnexion en fait, avec les décisions prises à Bruxelles. Ils se sentent insuffisamment associés et mal informés, ce qui a aussi entraîné l'émergence de partis eurosceptiques dans plusieurs États membres. Certains ont même accédé au pouvoir. Donc à l'initiative du président Emmanuel Macron, les consultations européennes ont été lancées en avril 2018 dans les États membres. Elles se sont clôturées là, en octobre. Au cours de ces consultations, les citoyens peuvent exprimer leurs préoccupations, leurs attentes et émettre des propositions sur des thématiques européennes. Tous les propos sont ensuite retranscrits par les organisateurs des consultations qui seront ensuite restitués auprès des chefs d'État européens. Les consultations se sont clôturées en octobre 2018. Quels en ont été les résultats ? Alors, les restitutions de toutes les consultations citoyennes organisées dans les États ont été présentées aux chefs d'État des 28 États membres lors du Conseil européen des 13 et 14 décembre 2018. Il est important de noter que 1082 consultations citoyennes ont été organisées en France. Ce qui ressort des restitutions de ces consultations, c'est beaucoup de propositions ont été faites autour de la transition écologique et de la nécessité de changer nos modes de consommation. Je crois que la Commission européenne a également mis en place une consultation en ligne. De quoi s'agit-il ? Oui, en effet, elle a mis en place une consultation qui est commune à tous les États membres et qui est disponible en ligne. Il s'agit en fait d'un questionnaire unique mis au point par un panel de 100 citoyens européens. Tout citoyen européen peut y avoir accès sur Internet depuis le 9 mai et répondre ainsi aux 12 questions élaborées sur le futur de l'Europe. Mais donc il faudra attendre la fin de cette consultation en mai pour connaître les principales attentes de tous les citoyens européens sur le futur de l'Europe. Et les institutions, les chefs d'État devront tenir compte de ces résultats dans l'élaboration des futures politiques européennes. D'accord. Enfin, parlons du vote. Les citoyens sont invités à voter pour leurs députés européens le 26 mai en France. En quoi cela contribue-t-il à renforcer la démocratie ? Tout d'abord, le vote est essentiel afin de garantir la démocratie. C'est l'expression directe des citoyens.
Les dirigeants européens ont alors mis en place l'élection des députés européens au suffrage universel direct en 1979 afin de garantir un réel système de démocratie au sein de l'Union européenne. Donc tous les 5 ans, les citoyens européens doivent voter pour leurs représentants au sein du Parlement européen. Le Parlement européen est donc la seule institution européenne directement élue par les citoyens des 28 États membres. Merci Louise pour avoir répondu à nos questions. Vous pourrez retrouver toutes les adresses des sites internet, notamment la consultation en ligne, dans le podcast de notre émission sur YouTube. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Retrouvez nos émissions en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr. À bientôt.